Bienvenue Derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Aurane Cré, une créatrice de contenu dont l'engagement et la sensibilité bouleversent les normes. Dans cet épisode, Aurane nous ouvre son cœur et dévoile avec courage ce qui la fait vibrer, lutter pour ses valeurs et défendre les causes qui lui sont chères. Elle nous explique comment utiliser son empathie et sa sensibilité pour agir avec puissance. Et comment ces qualités humaines, qui sont souvent jugées comme étant compliquées, peuvent en réalité transformer notre approche et l'impact que l'on a sur le monde. Aurane, elle cache rien des obstacles qu'elle a dû surmonter. Le harcèlement, les doutes, et tous ces moments où continuer semblait être un défi insurmontable. Partie de rien, sa non-expertise est devenue aujourd'hui sa plus grande source de légitimité, lui permettant de créer du contenu riche, authentique et profondément humain. Alors je t'invite à nous rejoindre, à t'inspirer de son parcours et à te rappeler que, peu importe les obstacles, ta voix compte et peut faire une vraie différence. Bonjour Aurane, bienvenue sur le podcast Derrière la lumière. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Pêche et merci de me recevoir. Est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter à partir de tes engagements, de ce qui t'anime, de ce qui te fait lever le matin? Écoute, je pense que ce qui me fait me lever le matin, c'est l'envie d'en apprendre plus sur le monde dans lequel on vit, sur les relations humaines, sur la société, et l'envie de partager ce que j'apprends pour se questionner et pour essayer de comprendre un peu plus le monde dans lequel on vit. Ouais, et c'est drôle, tu vois, c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, que j'ai souhaité avoir cet échange qui, je suis certaine, sera extrêmement inspirant et très riche. Parce que t'es pas de celle qui se place en sachant, écoutez-moi, j'ai les connaissances, j'ai les compétences, je peux vous aider à ceci, cela, mais plus en mode je sais pas plus que vous, et j'ai envie qu'ensemble on se pose des questions, qu'ensemble on avance, et que t'es un peu une ouvreuse d'esprit, une poseuse de questions, et je trouve que ça fait du bien dans un monde où ça nous rassure à l'intérieur de se placer en expert, et en même temps on a ce syndrome de l'imposteur constamment qui entre en conflit. Ouais, qui entre en conflit avec ça, et en même temps on se dit il faut que je sois pseudo-expert pour que les gens me fassent confiance, pour que je sois légitime. Et toi tu dis non, les gars, mon truc c'est que moi je sais pas, et que je vous amène et qu'ensemble on y aille et on avance. Mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Alors déjà, on en a parlé plus tôt, mais donc il y a le fait que tout le monde vit sa propre expérience. On voit tous le monde à travers notre propre prisme. On a tous des filtres, on a tous des biais, et je pense que voilà, parfois on a des opinions qui peuvent être partagées évidemment par d'autres personnes, mais en fait quand même pouvoir discuter et entendre la vision et l'expérience de quelqu'un d'autre, ça nous enrichit les uns les unes les autres. Et je pense qu'il y a aussi la vulnérabilité qui rentre en jeu là-dedans. C'est que c'est difficile de dire je ne sais pas, c'est difficile. Ça a été difficile pour toi au départ? Je dirais pas que ça a été difficile. Oui, difficile quand même, dans le sens où il y a quand même une injonction dans la société à, si tu veux parler d'un sujet, finalement, il faut que tu sois limite expert ou experte. Et je sais que même moi, à la base, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'avais un peu ce truc de me dire t'es qui en fait, qu'est-ce que tu vas venir raconter aux gens, enfin, pourquoi toi tu parlerais aux gens, pourquoi les gens t'écouteraient, etc. Il y a un peu toujours ce truc de syndrome de l'imposteur, et aussi de se dire que justement pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur, il faut qu'on ait, je sais pas, par exemple tel diplôme, ou prouver qu'on a fait ceci, ou prouver qu'on a fait cela, etc. Donc voilà, après c'est vrai que moi je réfléchis à des sujets de société, donc c'est beaucoup plus facile de venir et de questionner, etc. parce que c'est des sujets qui nous concernent tous et toutes. Il y a des domaines très précis, par exemple en médecine, tu vas pas venir et dire oui, moi je pense que, sans avoir de diplôme. Donc ouais, pour les sujets de société c'est différent. Mais il y a quand même
il y a quand même parfois, ça revient parfois même dans les commentaires qu'on peut me laisser sous des vidéos de ouais mais en fait t'es qui quel intérêt, tu n'es pas philosophe, pourquoi tu viens, tu nous questionnes, etc. quoi. Ouais, et en même temps, pourquoi un diplôme, une formation nous apporterait plus de pseudo-légitimité que l'expérience de la vie en fait. Bah en fait questionner c'est pour tout le monde, je veux dire il n'y a pas de prétention là-dedans et encore une fois, c'est voilà, il y a des disciplines particulières dans lesquelles évidemment, voilà, donner notre avis ne sera pas pertinent. Si moi je viens et je m'improvise médecin généraliste, voilà, c'est pas pertinent du tout. Mais par contre, pour se questionner sur des sujets de société, pour entendre les expériences des personnes, il n'y a pas besoin de. Ouais. Et ça, t'as toujours eu cet attrait pour l'humain, pour la société, pour nos comportements, pour les stéréotypes aussi dont tu parles beaucoup. T'as été très engagée et tu l'es encore, même si ça se voit moins, mais pour le féminisme par exemple. T'as toujours été. Qu'est-ce qui t'a mené vers ces enjeux-là, ces engagements-là? Ouais, c'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, vraiment depuis que je suis enfant, j'ai toujours été intéressée par l'humain. Voilà, je me suis toujours questionnée. Bon, voilà, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et donc, c'est vrai que voilà, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. Pour les engagements, je pense que ça vient, comme beaucoup de personnes, d'une grande intolérance à l'injustice. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont justement ce tempérament engagé ou militant. Voilà, moi j'ai vraiment du mal et j'ai aussi une empathie assez développée. Donc là où je vois de la souffrance, je souffre avec un peu. Donc naturellement, t'as plusieurs manières de réagir à ça, mais une des manières c'est de se dire ouais, comment on peut faire pour que ça s'arrête en fait. Donc ouais, je pense que ça vient vraiment de mon caractère. Donc pour combler cette tristesse et cette empathie forte, tu t'es dit je vais lutter contre ce qui me touche comme ça, c'est ça? Je pense que mon cheminement, ça n'a pas vraiment été lutter contre, mais comment est-ce qu'on peut améliorer les choses plutôt? C'est passé par beaucoup de choses dans ma vie. Je veux dire, j'ai fait des distributions par exemple de produits aux sans-abri, etc. Aux personnes sans-abri, j'ai voilà, été très engagée sur le plan du féminisme. Là, c'est plutôt passé par de la sensibilisation à ce moment-là pour moi. Et échanger avec des gens. J'ai été aussi très engagée sur le plan du spécisme où là j'œuvrais avec des assos, j'allais dans la rue, je collais des trucs, etc. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on peut amener les êtres humains avec lesquels on vit, avec lesquels on fait société, à voir ok, là il y a un problème. Et si on s'y met tous et toutes ensemble, peut-être qu'on peut le solutionner, quoi. C'est plutôt ça. Mais c'est vrai que là, ça se voit moins, comme tu dis, parce que je suis assez fatiguée. J'ai fait beaucoup. C'est prétentieux de dire ça, on fait jamais assez, de toute façon, quand on est engagé militant. Ouais, et en même temps, on fait de notre mieux. Enfin, tu vois, toi, toute seule, tu pourras pas bien sûr. Bouleverser la planète, mais t'as fait de ton mieux. Et là, je crois que le choix que tu as fait en étant moins dans cet engagement un peu révolutionnaire dans l'action et dans le partage aussi sur les réseaux, en parlant un peu moins, c'est juste le choix de te protéger toi, en fait, pour pouvoir agir à côté, peut-être de manière plus cachée, mais de continuer d'agir plutôt que de dégoûter et t'épuiser. Comment tu l'as vécu d'ailleurs, cette transition entre les engagements concrets avec les personnes dans le besoin par exemple, ensuite les réseaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, la transition, elle s'est faite un petit peu malgré moi parce que j'ai commencé à avoir des soucis de santé à un moment donné de ma vie, des soucis de santé qui ont fait que physiquement j'étais plus en capacité de faire autant de choses sur le terrain qu'avant. Et donc à ce moment-là, j'étais toujours militante et engagée dans l'âme, donc j'ai juste essayé de trouver un autre moyen d'exprimer ça, et puisque je ne pouvais plus autant le faire, je n'avais plus autant d'énergie pour le faire dans la rue, sur le terrain comme on dit, et ça s'est manifesté sur les réseaux sociaux qui sont quand même des canaux d'expression quand même très cool pour sensibiliser, pour échanger avec les gens, pour partager à propos de nos valeurs et de tout ce qui nous touche. Donc je l'ai vécu un peu, c'était par la force des choses. Et c'était pas forcément facile parce que quand c'est la santé qui vient t'arrêter dans un élan,
c'est pas volontaire ton choix, enfin c'est pas toi qui choisis quoi de t'arrêter à ce moment-là, donc ça crée de la frustration. Et comme t'as dit, maintenant il y a un peu cette démarche où j'ai pris du recul, ça fait pas si longtemps, ça fait finalement quelques mois, mais j'ai pris du recul par rapport au militantisme de manière générale pour me protéger, parce que justement je suis arrivée à un stade, c'est vrai, où quand on me parle maintenant, comme je te disais avant, des choses qui vont mal dans le monde, je ressens une très profonde lassitude. Et je pense aussi que mon corps d'ailleurs manifestait une fatigue. Je pense que j'ai un tempérament un peu, tu vois, je peux être très déterminée. Ouais, pourtant je suis pas bélier, hein, mais ça ressemble à ça. Mais non, je peux être très déterminée et parfois m'oublier en fait. Donc ouais, mon corps, il me l'a bien rappelé, il a fait... Il faut aussi penser à soi et se reposer, si jamais. Et qu'est-ce qui t'a dit, ok, là je m'écoute, j'écoute ce corps, tu vois, parce que t'aurais pu continuer. Et je pense qu'à un moment, tu t'es forcé à continuer, alors que ton corps te disait déjà d'arrêter. Donc, qu'est-ce qui a fait oui, je suis militante, oui, je suis engagée, et oui, je vais m'arrêter, et ça n'enlève en rien l'engagement que j'ai et la militante qu'il y a en moi. Je reste cette personne-là, et en même temps, là, je décide et j'accepte de faire moins pour être avec moi et pouvoir continuer de vivre et d'avancer. En fait, c'est à force de me casser la gueule plusieurs fois. C'est con, mais c'est... Qu'est-ce que t'entends par là ? C'est quoi le cassage de gueule ? En fait, c'est comme tu dis, c'est que j'avais déjà des signaux qui me montraient qu'il faut que je step back, tu vois, il faut que je prenne un peu de recul et que je pense à moi. Mais plusieurs fois, je n'écoutais pas. Et donc, je le payais soit mentalement, soit physiquement. Parce que, voilà, il se trouve que j'ai une santé fragile. Donc, quand je ne m'écoute pas pendant plusieurs mois, moi, mon corps, il me le fait payer cher. Et en fait, à force de trébucher sur le même caillou, au bout d'un moment, tu te dis... Ce caillou, quand même, cette fois, je vais faire gaffe. Il y a un petit signe de la vie, il y a un message. Et il y a aussi ma psy qui m'a aidée, en fait. Hein, clairement, ça fait 3 ans que je vois une psychologue. Alors, je l'ai pas vue chaque semaine pendant 3 ans. J'ai fait parfois des pauses de quelques mois, mais je la vois en tout cas quand même régulièrement, quoi, depuis 3 ans. Et ma psychologue, elle m'a bien fait comprendre que j'ai ce tempérament où j'ai du mal à poser des limites pour moi-même. Et grâce à elle, j'ai fait un travail là-dessus. Et je pense qu'avant, j'avais une croyance qui était... En fait, si tu veux, comment expliquer ça ? J'ai eu beaucoup de mal dans la vie à trouver un sens à l'existence qui ne soit pas lié aux autres, qui ne soit pas lié à l'extérieur. Pendant très longtemps, j'avais du mal à faire des choses juste pour moi, pour mon intérêt. Aujourd'hui, je fais des choses pour mon propre intérêt. Mais franchement, c'est basique et débile, mais tu vois, moi, c'était pas... poser des limites avec des gens, par exemple, les gens, j'ai eu beaucoup de mal à dire non, à dire stop à certaines personnes quand j'étais parfois dans des situations avec des personnes que je pensais être des amis mais qui en fait profitaient de moi et où moi j'étais dans des dynamiques de relations où je n'étais pas respectée. J'avais du mal à dire stop. Ça s'est manifesté aussi dans le cadre de couples de couples en fait que j'ai formés avec des hommes à l'époque et où j'étais pas du tout respectée, où j'ai pas du tout eu ce déclic de me dire en fait c'est pas normal, je peux refuser ça, tu vois. Et ça s'est aussi manifesté dans la sphère professionnelle où j'ai eu beaucoup de difficultés à m'affirmer, je pense. Déjà la création de contenu, tu vois, je l'ai commencé il y a 10 ans. Pendant très longtemps c'était pas possible pour moi de me professionnaliser. Quelle légitimité tu as, tu vois, et d'où tu penses que tu mérites certaines choses, tu vois. Donc vraiment cette difficulté à vouloir des choses pour moi-même et à me dire que l'intérêt commun prime par-dessus tout. Et je trouve que d'un côté c'est noble de penser comme ça, mais d'un côté avec le temps, moi ça m'a épuisée, quoi. Et en même temps il y a quelque chose de très égotique parce qu'en fait tu fais ça pour te sentir aimé des autres, pour te sentir validé, pour te sentir appartenir. Donc c'est exact, c'est vrai. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi, pour que les autres te disent oui merci, oui bravo, félicitations, te sentir aimé et validé. Et tu le fais aussi pour toi, pour, comme on en avait parlé avant aussi, parce qu'en fait j'avais cette croyance que c'était ça le sens de la vie, que c'était ça être une bonne personne, que c'était ça ceci cela. Donc finalement tu le fais aussi parce que tu cherches à correspondre à une idée que tu te fais en tête de c'est quoi être une bonne personne dans le monde. Être, ouais, exactement. Donc finalement c'est
Ouais, c'est pas moi au moment où je le faisais, il n'y avait pas de pensée dans ma tête du style ouais, j'espère que je vais être reconnue pour ça, mais force est de constater que j'ai vécu pas mal de soucis, que ce soit au niveau familial ou quoi, et certains traumas, et en fait clairement j'ai même vécu du harcèlement quand j'étais en primaire, et j'ai pas eu d'amis pendant longtemps, et donc je pense que oui, forcément, j'ai aussi une histoire de vie qui fait qu'il y a un besoin de validation chez moi, clairement, que j'allais chercher que à l'extérieur pendant longtemps. Et est-ce que tu crois que les réseaux viennent aussi de ça ? Quand tu t'es lancée sur les réseaux ? Je pense que, alors, il y a la pensée que j'avais en tête quand je me suis lancée sur les réseaux, c'est il y a des choses que j'ai envie de dire et de partager, et je n'ai personne vraiment avec qui le faire autour de moi. Donc, voilà, pourquoi pas tester de partager avec des gens qui sont finalement des inconnus, mais peut-être que parmi ces inconnus, il y a des gens avec qui on va avoir des échanges enrichissants, etc. Donc il y avait ça, mais on constate que quand on écoute les créateurs et créatrices de contenu parler de leur parcours dans des podcasts ou quoi, souvent, il y a quand même... Il y en a beaucoup quand même qui ont été harcelés, il y en a beaucoup qui ont vécu une forme d'isolement social avant de se lancer, donc peut-être qu'en effet il y en a beaucoup qui vont chercher via ces médiums-là des choses dont ils ont manqué au bout d'un moment. Donc moi je pense que c'est une théorie pertinente. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu les vois les réseaux ? Parce qu'aujourd'hui on va pouvoir partir dans la partie un peu plus business là, du podcast. Avant on a parlé du cœur, de ce qui t'anime à l'intérieur. Là j'ai bien envie que tu nous expliques en fait ce métier de créatrice de contenu, comment tu y es venue et comment ça fonctionne aujourd'hui. J'y suis venue à la création de contenu, sans parler maintenant des partenariats, mais juste la création de contenu, j'y suis venue malgré moi. Enfin non, pas malgré moi, parce que c'est moi qui ai posté sans le vouloir. Sans imaginer que ça allait devenir en tout cas ce que c'est devenu, puisque c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de professionnalisation encore de ce métier, et c'était par passion du partage et parce que je cherchais des interactions, quoi. Donc c'était pas dans un but d'en faire un travail, clairement pas. Et bon, j'ai publié une première vidéo il y a 10 ans qui, comme je te l'avais dit avant, a fait un micro-buzz pour l'époque, quoi. Pour quelqu'un qui sort de nulle part, elle a fait genre 20 000 vues, quelque chose comme ça. Une communauté s'est formée autour de moi et moi j'étais là. Qu'est-ce qui est en train de se passer là en fait ? Qu'est-ce pas ça ? Qui sont ces gens ? J'intéresse des gens, je comprends pas pourquoi. Enfin, vraiment pour moi c'était totalement lunaire. Et après je me suis dit bon autant faire quelque chose de cool de tout ça, quoi. Et je me suis sentie d'ailleurs une vraie responsabilité à ce moment-là de pas du tout d'en faire mon métier, mais plutôt puisque j'avais l'attention de certaines personnes, d'essayer d'apporter un maximum aux gens en fait. Et petit à petit, la vie a suivi son cours, j'ai eu des soucis de santé, etc. J'ai arrêté la création de contenu pendant quelques temps quand mes soucis de santé étaient vraiment trop difficiles, je ne pouvais plus du tout travailler, quoi. Et j'y suis revenue parce qu'une fois que j'ai commencé à guérir, je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant ? Il faut bien que je trouve un travail, que je me relance dans quelque chose, quoi. J'étais à l'arrêt depuis, je sais pas, 1-2 ans quasiment. Voilà, c'était assez compliqué. Et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne retournerais pas vers la seule chose que j'ai vraiment aimé faire, parce que j'ai quand même un parcours assez chaotique. Je veux dire, j'ai fait de l'esthétique, j'ai fait du droit, j'ai fait des langues, j'ai fait de la restauration. Enfin, tu vois, ça n'a pas de lien. Les disciplines n'ont pas de lien entre elles. En même temps, ça revient à ce que tu nous disais, ta curiosité. Oui, c'est vrai, ça revient à ça. Mais du coup, c'était à chaque fois, genre, j'allais piocher, je disais, pas pour toute ma vie. Pas pour toute la vie non plus. Et donc, finalement, et en fait, finalement, la création de contenu, j'y suis revenue lorsque j'y suis revenue, donc lorsque j'y suis revenue, quoi, pas pour la deuxième fois, mais lorsque j'y suis revenue, c'était là cette fois dans le but de me professionnaliser. C'est à ce moment-là que je me suis lancée sur Instagram, etc. Et où je me suis dit mais ça c'est un travail qui peut me plaire parce que ça pourra satisfaire ma curiosité intellectuelle. Finalement je traite les sujets que je veux, donc en fait c'est trop cool. Et finalement j'ai eu très peur. Quand je me suis lancée, j'ai eu très peur. J'étais là, waouh, l'entrepreneuriat, est-ce que je suis vraiment en fait ? À quel niveau ? Peur d'être mon propre patron, enfin tu sais, genre... Peur de pas réussir à tout gérer, à t'organiser, à savoir quoi faire ou à générer de l'argent. Vu que j'ai eu ce parcours, moi j'appelle ça chaotique, mais il y a des gens qui diraient que c'est un parcours riche, tu vois, parce qu'il y a plusieurs choses différentes. Choisis la croyance que tu dois avoir dessus. C'est ça,
je me suis dit, est-ce que je suis capable d'être rigoureuse, de gérer un projet de A à Z? Est-ce que je suis capable de m'y tenir? Voilà. J'avais toutes ces questions. Et finalement, j'ai sauté dans le vide, tu vois. Ouais. Et en sautant dans le vide, je me suis dit, j'apprends petit à petit. J'ai très très peur, mais c'est ok, on va voir. Et ouais, c'est clairement la chose la plus épanouissante que j'ai faite pour l'instant, la plus difficile aussi, puisque du coup, quand tu restes dans un même domaine, on va dire, t'as le temps de voir les différentes facettes aussi du métier que tu fais. Et donc forcément, tu as des difficultés aussi. Ouais. Tu peux nous en citer quelques-unes? C'est quoi ces difficultés auxquelles tu penses? La difficulté la plus évidente, parce que je suis en plein dedans en ce moment, c'est la cyberviolence, le cyberharcèlement. Ça, je pense que c'est le plus difficile à gérer pour moi, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre la méchanceté, l'agressivité. Je peux comprendre parfois on tombe sur des contenus avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Je peux comprendre qu'il y a des personnes avec qui on n'a pas de feeling, etc. Mais ce besoin qu'ont les gens de venir vraiment t'attaquer, te rabaisser, t'insulter, etc., ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est tellement loin de mon propre fonctionnement. Tu t'y attendais quand tu t'es lancée dans ces sujets engagés? Tu vois, parce que tu parles pas juste de choses qui font consensus. Tu parles de sujets qui, de base, on le sait, tu vois, on peut pas le nier, le féminisme, tout ce qui touche au respect des droits des animaux, etc., tous ces sujets sociétaux pour lesquels t'es là et que t'as envie de faire entendre ta voix, c'est aussi des sujets qui, oui, portent à controverse. Et du coup, est-ce que t'avais anticipé quand même? Non. Alors, la cyberviolence, ça a commencé vraiment peu de temps après que je me sois lancée. Donc, c'est-à-dire, je pense que la première fois que j'ai fait face, c'était il y a 9 ans, quelque chose comme ça. Ou enfin 8-9 ans. Et non, ça j'ai vraiment pas anticipé. Et d'ailleurs, à l'époque, je l'ai très très mal vécu. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul, mais je suis toujours pas totalement outillée là-dedans. C'est ça. Mais non, et ça a été d'ailleurs assez difficile parce que je me suis, je pense, considérablement épuisée à essayer de comprendre pourquoi les gens sont comme ça, à essayer d'échanger avec les personnes. Genre, moi j'allais discuter avec mes haters. Mais pourquoi tu me dis ça? Non, mais t'as pas compris tout ça, ce que je voulais dire. Là, tu me prêtes des intentions que je n'ai pas. On peut en discuter. Et bon, c'était totalement naïf. J'ai commencé ça de manière assez naïve. Il y avait personne en plus autour de moi qui connaissait la création de contenu à ce moment-là pour m'aiguiller. C'était tout nouveau. C'était récent, quoi. Donc non, j'ai pas du tout anticipé. Et pour autant, t'as continué. Et tu vois, et c'est ce que je trouve très inspirant et admirable, c'est que là, ça fait du coup 10 ans que t'as des haters qui sont là. Ouais. Et tu sais qu'ils sont là. Ouais. Et tu continues. Et tu continues. Et tu vois, t'as un courage, une abnégation, une sorte de... Tu te dédies à ça. Tu vois, ça me dépasse, c'est plus important que, d'une certaine manière, ce que je ressens, ce que je vis. Je sais pas si c'est de l'abnégation, mais en fait, c'est que je trouverais ça tellement triste d'arrêter à cause de ça. Et en même temps, je comprends les personnes, par exemple les militantes féministes qui arrêtent au bout d'un moment de créer du contenu parce qu'en fait elles en peuvent plus. Je les comprends. Ouais. C'est tellement triste, mais je les comprends. Là actuellement, je suis plus sur des contenus féministes, mais même quand j'aborde des contenus comme le métissage ou comme plus récemment le petit privilège et ce genre de choses, ça crée aussi des vagues de haine. Et je comprends franchement qu'il y a des gens qui arrêtent, mais je trouverais ça tellement triste. Et surtout, j'aime profondément, à la base, pourquoi je fais ça. Ça me plaît en fait. J'aime profondément qu'on puisse échanger, qu'on puisse se questionner. J'aime quand je reçois des messages de personnes qui me disent « Écoute, là, il y a eu tel post que t'as fait, t'as mis exactement des mots sur ce que je vivais. Merci, ça m'a permis d'ouvrir des discussions avec des personnes. Merci, ça m'a permis de mieux comprendre ou quoi. » Par exemple, j'avais créé un post aussi sur le deuil à la suite du décès de mon père. Et alors là, les retours, tu vois, c'est juste totalement fou de se dire qu'on peut aider, toucher des gens en se basant, tu vois, je prends mon expérience, j'essaye de la mettre en mots, j'essaye de l'analyser et d'en tirer quelque chose pour les autres, et ça les atteint, tu vois, ça va jusqu'à eux, et moi je trouve ça... Donc en fait tu te connectes à ce plus grand, à ce sens et à cette aide que tu fais, cette contribution que tu peux apporter,
et qui du coup te donne la force et la foi de continuer. Ouais, d'y revenir à chaque fois. Ouais. D'y revenir à chaque fois. Parce qu'on peut pas. Ça va faire hyper épique ce que je dis. Je suis une fan de Seigneur des Anneaux. Mais on peut pas laisser l'obscurité comme ça nous empêcher en fait de. C'est trop triste. Bien sûr que parfois elle va nous atteindre. Bien sûr que parfois ça sera difficile. Mais là, attention, je vais citer Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. C'est que. La un référence. moment, mais vraiment, Frodon, à un moment, il lui dit j'aimerais que rien de tout ça ne se soit passé. Et lui, il dit bah, comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais tout ce que nous pouvons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Donc. Ouais, genre hier, par exemple, je suis en ce moment un peu là, je me prends pas mal de violence. Hier, j'ai pleuré, ce matin, j'ai pleuré. Je vais faire en sorte de prendre soin de moi et je vais revenir après, tu vois. Après, j'ai la chance, il faut aussi être consciente que j'ai la chance de pouvoir me payer un suivi psychologique, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes dispositions pour prendre soin de sa santé mentale. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est aussi, tu vois, une aide qui est quand même très précieuse. Et en parlant de santé mentale, tu me fais une magnifique transition aussi sur la troisième grande partie de ce podcast, qui est justement la tête. Comment tu vas du coup en ce moment avec tout ça? Vraiment. Là, je suis pas très bien. Je vais pas mentir, je suis pas très bien au niveau de mes émotions. Par contre, je pense que j'ai là une opportunité d'évoluer. Je pense que là, je suis à un moment où il va falloir changer quelque chose dans mon rapport à cette haine que je peux recevoir parfois. Soit en prenant éventuellement une personne qui m'aide à gérer les commentaires ou ce genre de choses, soit en mettant des choses en place, moi toute seule de mon côté, pour être beaucoup moins atteinte par ça. Après, est-ce qu'on peut vraiment... Je veux dire, une personne, je suis en plus hyper sensible à la base, je vais pas tout d'un coup devenir insensible et froide, ça n'arrivera pas. Et puis c'est pas humain, enfin au bout d'un moment, et puis j'aurais pas envie. Oui, j'aurais pas envie, mais clairement il y a des choses que je peux mettre en place, je pense, il faut que je trouve lesquelles me conviennent, mais voilà, que je peux mettre en place pour continuer à porter ma voix sans que ça atteigne trop ma santé mentale ponctuellement comme c'est le cas là. Tu vois, ça a été dur fin 2023, c'est dur maintenant début 2024. Faut pas que ça soit récurrent non plus, quoi, que je me mette dans des sales états. Et là, tu vois, j'apprends parce que... Donc là, ça fait une semaine environ que j'ai pas mal, des dizaines de commentaires qui sont très difficiles à gérer. En fait, j'aurais pu choisir un peu plus tôt, là, dans la semaine, de continuer à poster mes contenus et de ne pas lire les commentaires. Et quelque part, c'est moi aussi qui ai cette curiosité de qu'est-ce que les gens en pensent. En fait, c'est à moi de mettre des limites pour moi-même. On en revient, tu vois, à ce que je disais plus tôt. Donc, ok, là, je vais pas bien. Émotionnellement, je vais pas bien. Dans quelques jours, ça ira mieux. Je vais prendre quelques jours où je vais prendre plus soin de moi. Après, il faut aussi que je tire des leçons, tu vois, de comment je gère ça. Ouais, que tu te respectes et que si tu sais que cette curiosité et que malheureusement ou heureusement, le regard des autres, parce qu'on reste des humains et en tant qu'humain, on se construit par rapport à l'autre, on existe par rapport à l'autre. Donc oui, évidemment, le regard des autres, enfin... Moi, j'y crois pas à cette théorie de on s'en fout tous de tout et de ce que disent, de ce que se pensent, de ce que voient les autres en nous. Non, ça compte. Mais c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends de ce qu'ils disent et qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Et parfois dire non, là, j'ai pas envie de me faire du mal. Et peu importe ce qu'ils peuvent dire, penser, croire à propos de moi, je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qui je suis et je me protège. Je crois que c'est vraiment important de savoir dire... Là, j'ai pas les épaules pour porter ça et je décide de me protéger comme tu l'as fait en étant un peu moins engagée, on va dire, sur les réseaux. Là, c'est peut-être pareil, là, je décide de me protéger parce que je suis pas Wonder Woman, je suis pas Musclor, je suis pas Hulk, je suis pas je ne sais pas qui, je suis moi, Oran, une humaine en fait, les gars. Ouais, une seule humaine qui gère tout, qui essaye déjà de vivre cette vie à fond et ouais, il y a un truc de j'ai pas à vivre ça, à subir ça. Tu vois, putain, en fait, non, j'ai beaucoup trop de valeur pour pour laisser ces gens me toucher. Mais tu sais quoi ? Quand j'ai commencé à les réseaux sociaux et que j'ai reçu pour la première fois des commentaires de haters, pour te dire, je pars de très loin, c'est qu'en fait, chaque fois que des gens me faisaient des retours pas forcément bienveillants, voire parfois même de manière agressive, etc., je me remettais en question.
Je me disais même pas au début, ouais mais en fait eux ils sont hyper incorrects et ils devraient pas me dire ça, ils devraient pas me parler de cette manière, etc. Je me remettais d'abord moi en question. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Est-ce que je suis ce qu'il dit de moi ? Ça m'a pris des années rien que pour assimiler que, en fait non, ils sont en train de parler à la limite d'eux-mêmes, ou alors ils projettent des choses sur toi, ou alors ils interprètent, ou alors parfois il y a aussi des personnes, je le constate récemment, qui n'écoutent pas totalement le contenu et qui brodent des choses dans leur tête sur ce que j'ai dit. Et ça m'a pris rien que des années pour dire ok, ce commentaire très méchant qui dit que je suis une gamine écervelée ou ceci ou cela, c'est pas vrai en fait. C'est pas moi. C'est ce que cette personne choisit de voir de moi par rapport à l'image qu'elle se fait pour des raisons qui lui sont propres, avec son histoire, ses billets, etc. Donc ça m'a pris du temps déjà, rien que ça. Et je pense que moi c'est vraiment quelque chose qui nécessitera beaucoup de travail pour me détacher totalement de ces commentaires-là, parce que je pars avec une confiance en moi au sol, vraiment au sol. C'est un gros travail pour moi de penser à mes intérêts, de placer mes limites, enfin poser mes limites, d'être en contact avec mes besoins, de pas tirer sur la corde, tout ça, de connaître ma valeur, de savoir que oui, je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit de le dire, tu vois, des choses comme ça. Pendant très longtemps, la petite voix dans ma tête qui me parlait de moi, on est beaucoup à la voir, elle me disait quasiment que des trucs négatifs, tu vois. Donc si ça me touche encore autant, c'est pas pour rien. Il y a aussi une faille en moi, on en parlait plus tôt, une fragilité en moi là-dessus, tu vois, qui fait que je suis encore... Alors, aujourd'hui, je me dis plus, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je dois me remettre en question, mais qui est quand même genre, pourquoi les gens sont méchants avec moi alors que j'aurais rien fait ? Ouais. Tu vois ? Et en fait, je pourrais me dire que je suis au-dessus de ça, mais ça va prendre du temps, c'est du boulot. Ouais. Oui, d'autant plus que c'est ton boulot, justement, les réseaux. Et que je pense que c'est beaucoup plus simple quand c'est juste un passe-temps, une passion, et qu'on peut complètement se dissocier des commentaires, des statistiques, etc. etc. Là, c'est quand même une immense part de ta vie. En fait, faut se représenter que c'est comme si tu vas au travail et que t'as des clients qui passent régulièrement, admettons, tu travailles dans une boulangerie, tes clients ils passent régulièrement, ils disent ce petit pain là il est vraiment pas bien fait, etc. Ou des trucs comme ça, tu vois, enfin c'est compliqué, tu vois, je veux dire, on fait des feedbacks sur mon travail qui sont parfois très violents. Oui, et puis donc, tu parles de choses qui t'animent, de choses que tu portes, de choses auxquelles tu crois, et donc forcément notre ego il s'attache aussi, et souvent on se lie à nos valeurs, à nos engagements, et du coup quand on nous attaque là-dessus, soit directement, soit nos valeurs, nos engagements, on a la sensation que c'est nous-mêmes qu'on attaque. Tu vois, si je prends la valeur de l'écologie, un gars dans la rue, les écolos c'est tous des pauvres cons, des je sais pas quoi, forcément je vais me sentir touchée et attaquée, alors qu'il parle pas du tout de moi. Oui, c'est vrai. Mais moi, mes valeurs écologiques et mon petit vélo qui me fait faire le tour de la planète, et et je vais le prendre à cœur, et ça va évidemment me toucher. C'est clair, j'ai participé à un podcast avec d'autres créatrices de contenu, c'était il y a maintenant quelques mois, et justement l'une d'elles m'a dit, mais de prendre là où t'es vulnérable pour créer du contenu là-dessus, c'est genre... Elle m'a dit waouh, respect quoi, et moi j'étais là, respect, mais parce que pour moi, vu que c'est un peu quand tu développes une compétence, pour toi c'est normal, pour les autres vont voir ça comme une super compétence précieuse, et toi t'es en mode non, c'est normal, genre je fais ça, enfin voilà, tu vois, et c'est sur le coup je me suis pas dit c'est vrai, grave cool, je me suis juste dit pourquoi respect, en fait, ça me semble naturel, j'écris à partir de ce que je vis, tout ça, de ce que je ressens, et en fait oui, c'est juste que en fait tu viens et tu dis là en fait il y a une vulnérabilité, il y a une fragilité, et tu l'exposes au monde. Oui, c'est sûr que oui, il y a des gens, ils vont taper, comme dit, ils vont taper là où ça fait mal quoi, c'est clair. Heureusement. Si on passe maintenant à des sujets un peu plus légers, j'ai envie de savoir de quoi tu es la plus fière dans ta vie, dans ton activité. Qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir réalisé déjà? Alors, dans ma vie ou dans mon activité pro? Tu peux nous mettre un exemple pour chacun. Un exemple pour chacun. Dans ma vie, je vais dire... Là, il y a des personnes qui vont peut-être trouver que c'est arrogant, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je veux dire que dans ma vie, je suis la plus fière de moi. Justement, moi, Aurane, mon évolution, parce que j'ai eu des
choses heureuses, positives, des facilités dans ma vie, mais j'ai aussi eu beaucoup de trucs difficiles. J'ai vécu pas mal de difficultés, de traumas dont je n'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux. Et franchement, je trouve que quand je fais la somme de tout ce que j'ai vécu, tu vois, je me dis, c'est pas si mal. Et en plus, j'ai toujours, enfin, là où j'en suis, c'est pas si mal. Et en plus, j'ai toujours la volonté de progresser, d'évoluer, d'être une personne qui est toujours... Comment expliquer ça ? Qui me questionne, qui essaye d'être toujours proche de mes valeurs, qui essaye aussi d'être de plus en plus en paix avec elle-même, avec le monde. Enfin, tu vois, j'essaye, en fait, je fais de mon mieux. Et en fait, juste quand on fait de son mieux dans la vie, je trouve qu'on peut être fier de ça. Et faire de son mieux, ça va être différent selon chacun, chacune. Mais je trouve que faire de son mieux, c'est agréable, quoi. Ouais. Et c'est ça qui crée l'estime de soi, c'est ça qui crée la fierté et qui débouche sur la confiance en soi dans l'action. L'estime de soi, c'est plutôt lié à l'être, à la valeur qu'on se porte et du coup aux valeurs qu'on incarne et pour lesquelles on est intègre. Et puis ensuite, tu as la confiance en soi dans l'action de comment j'agis en intégrité avec ces valeurs-là, justement. Et oui, c'est en faisant de son mieux à chaque instant, en se couchant le soir, en se demandant qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que je suis fière de ce que j'ai essayé de donner mon maximum. C'est même pas essayer parce que si on essaye on fait pas vraiment, mais est-ce que j'ai tout donné là pour ce en quoi je croyais, pour ce qu'on m'a proposé, est-ce que j'ai été à mes côtés, est-ce que je me suis fait confiance dans des projets, des opportunités. Et c'est là où tout se construit en fait, cet amour de soi. Et aussi parfois d'accepter, tu vois, pour moi faire de mon mieux ça va même jusqu'à si à un moment donné là j'étais pas au max, en fait je vais pas me juger. Faire de mon mieux, c'est aussi dans ma relation avec moi-même d'être plus douce, beaucoup plus douce que j'ai pu l'être par le passé, parce que waouh, j'étais pas du tout. Et en fait, c'est tellement agréable de voir que j'avance un peu et que je rends ma relation à moi-même plus sereine, tu vois, et que je me juge moins, que j'arrive à être un peu plus douce avec moi-même, que j'arrive à me dire ouais ben là c'est ok en fait, non je suis pas une merde parce que j'ai fait ci comme ça, parce que ça je l'ai pas fait plus tôt dans ma vie, parce que tu vois on a une telle pression dans la société aussi pour réussir vite, tôt, fort, de manière grandiose et tout, et moi franchement j'avais tellement de complexes quoi par rapport au fait que ben je veux dire là la création de contenu ça fait pas longtemps, finalement ça fait waouh, ça fait combien de temps ? Ça fait 3 ans, je pense, 3 ans et demi que j'ai ouvert mon auto-entreprise. Et avant, je veux dire, comme je t'ai dit, j'ai eu un parcours et moi, je me sentais comme le vilain petit canard. Hein. Tu sais, la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, j'étais là genre, alors moi, en fait, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Et franchement, c'était mal vu, même, tu vois, dans une partie de ma famille. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Aurane ? Elle sait toujours pas ce qu'elle veut faire, quel gâchis, tout ça. Tu vois, et rien que de moins se juger, franchement c'est un grand accomplissement je trouve déjà. C'est même l'un des plus bels accomplissements je pense. Après je peux pas dire que j'y suis non bien sûr, mais t'es sur le chemin. Voilà, et en fait être sur le chemin c'est tout ce qui compte parce que on n'y arrivera jamais, enfin soyons honnêtes, on n'y arrivera jamais. Le seul truc c'est d'avancer et parfois on recule, et même reculer c'est avancer dans une autre direction pour pouvoir peut-être se trouver différemment et réavancer vers l'avant on va dire plus facilement après aussi, donc ouais, merci pour ça. Et est-ce que je t'ai répondu sur le plan pro ? Non. Sur le plan pro, je dirais que ce dont je suis la plus fière... laisse-moi réfléchir. Je pense que ce dont je suis la plus fière, c'est justement ce que je prenais pour évident et acquis avant. C'est qu'en fait, ouais, je suis quand même assez contente de réussir à utiliser des compétences différentes que j'ai développées au fur et à mesure du temps, par exemple l'écriture ou ce genre de choses. L'écriture, mon empathie qui me sert aussi à connecter avec les gens. Clairement, je pense que quand les gens viennent et me disent « Ouais, ce que t'as exprimé dans cette vidéo ou dans ce post, ça a mis exactement des mots sur ce que je vivais, merci, ça m'a fait tellement de bien », pour moi, ça c'est le plus grand... Plus beau cadeau. Ouais, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et je suis contente en fait d'avoir osé utiliser mon empathie et mon écriture qui sont l'empathie que c'est quelque chose que j'estime énormément, une qualité, un trait de caractère que j'estime énormément, et l'écriture c'est à la base ma première passion quand même dans la vie, d'avoir réussi à allier les deux
pour essayer de dire tenez. Tu vois, ça, je suis vraiment très fière. Même si, comme on l'a dit plus tôt, c'est jamais totalement. Je veux dire, la pureté absolue n'existe pas. Il y a aussi. C'est parfois une thérapie pour moi, c'est pas que pour les gens, tu vois. Mais c'est important aussi de faire pour soi. Ouais, mais du coup, ça, je pense que je suis fière de ça. Trop bien, merci. On va passer aux dernières questions du podcast. Est-ce que tu as une phrase qui t'accompagne, qui t'anime, que tu te répètes régulièrement et qui te permet d'aller bien? Ça vient d'un opening du manga Naruto. Ok, j'adore la référence. Nickel, haute philosophie, J'adore les mondes fictifs, ça me nourrit beaucoup. Mais c'est beau et je pense que parfois on va arrêter de se la péter avec des grands auteurs je sais pas où. Ok, Naruto, let's go. Seigneur des Anneaux, nickel. Alors en anglais c'est The closer you get to something, the tougher it is to see it. Et en fait, ça veut dire que plus tu es proche de quelque chose, plus tu as du mal à le voir. Et tu vois, j'ai aussi une phrase tatouée sur ma colonne vertébrale qui est l'essentiel. Attention, ça va pas être super positif. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Et en fait, pour moi, ces deux phrases, elles sont proches. C'est que parfois, quand t'as la tête dedans, n'oublie pas que, je veux dire, là, je fais ça, je vois de la peau. Ouais. Si je recule, je vois que c'est une main. Pour celle qui écoute le podcast, elle est en train de se mettre la main sur la tête. Je me mets la main devant les yeux. C'est de la peau. Ah non, en fait, c'est pas de la peau, c'est une main. Tu vois, ok, il y a de la peau, mais en fait, c'est voilà la big picture. Et je trouve que c'est super important pour une personne, en tout cas qui est très sensible comme moi, de se rappeler ça. Et pareil, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Parce qu'en fait, tu vois, là, typiquement, le truc des haters. En fait, c'est pas ça l'essentiel, quoi. C'est pas ça le plus important, clairement. Dans Instagram, dans le travail que je fais sur Instagram, c'est pas ça qui doit primer. C'est pas à ça qu'il faut penser en premier. Ouais. Merci. C'est des très belles phrases et ouais, c'est effectivement hyper important. Est-ce que d'ailleurs, tu as des ressources qui nous permettraient d'ouvrir les yeux, de regarder le monde différemment, de voir un peu derrière la lumière de ce qui se dit habituellement? J'en ai plein. Alors, de tout type. Ouais. De tout type. Alors, déjà, j'adore les très connus documentaires Arte. J'aime beaucoup. Ils sont sur plein de sujets différents. Ils permettent de se renseigner sur plein de trucs. T'en as un particulièrement qui t'a marqué? Non, il y en a trop. Okay. Je m'intéresse à trop de sujets différents. Il y a aussi les podcasts. J'adore. J'ai saigné l'année dernière le podcast La Poudre. Si vous aimez entendre des femmes... Lorraine Bastide. Voilà, de Lorraine Bastide. Si vous aimez entendre des femmes parler de leur parcours, alors attention, trigger warning, il peut y avoir des choses difficiles, des violences, etc. parfois qui sont relatées dans certains épisodes. Donc à écouter en étant dans de bonnes dispositions. Mais franchement, il y a tellement... Encore une fois, c'est des femmes qui parlent de leur vie, de leur vision du monde, de leur art, de comment elles mettent au monde une œuvre, etc. Et c'est tellement intéressant parce qu'il y a tellement de visions différentes. Et j'adore aussi le podcast Vlan, qui aborde plein de sujets différents. De Grégory Puy. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui écoutent actuellement. Vous avez juste en dessous. Et pour finir, est-ce qu'il y a une ou plusieurs femmes, entrepreneurs peut-être, qui t'inspirent au quotidien, que tu aimes suivre, qui te donnent aussi cet élan de vie et cette niaque pour avancer? Alors, il y a des personnes que j'aime suivre, mais qui m'inspirent. J'ai beaucoup de mal, et ça j'ai toujours eu du mal avec cette question, parce que j'ai beaucoup de mal à me... En fait, chaque personne est différente, et du coup je peux pas dire que une personne précisément m'inspire. Mes inspirations, elles peuvent venir de plein de gens différents. Par exemple, j'adore suivre Beauté Naturelle parce que je trouve qu'elle a vraiment su créer son identité visuelle, etc. Elle a son univers cosmétique green, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Amal Tahir, notamment son podcast Garth Therapy, parce que même si parfois je suis pas toujours d'accord et parfois ça peut être assez éloigné de certaines choses en lesquelles moi-même je crois, et ben en fait
son énergie, la conviction qu'elle met dans ce qu'elle fait, je trouve c'est inspirant. Mais tu vois, c'est pas une personne précisément. C'est un bout de la personne. Ouais, c'est un bout de ce que font les gens. Je pense que c'est ça qui est sain, parce que sinon on s'oublie, on veut être cette personne-là, au lieu de te dire tiens, je peux prendre ce petit bout-là. Surtout sur les réseaux sociaux, le but c'est pas de commencer à plagier les gens, quoi. Surtout pas. Et surtout, et au-delà de ça, c'est pas s'oublier soi, tu vois, c'est pouvoir choisir qui l'on a envie de devenir, et qui l'on est à l'intérieur, et le laisser émerger en connectant aux énergies des autres. Tu vois, pour moi, c'est connecter aux énergies des autres, à la lumière, à la singularité de chacun, permet de se connecter à la sienne. C'est pas prendre la leur et se la foutre sur le corps et dire je suis pareil. C'est non, comment la manière dont cette personne incarne sa singularité, sa lumière, son énergie, me permet moi de connecter à la mienne et de la laisser émerger. Mais tu vois, par rapport je reviens à ce sujet des haters, je pense que c'est le même mécanisme de cette personne me renvoie quelque chose et comment je vais y réagir, tu vois, parce que je pourrais aussi, justement, ces choses qui m'inspirent chez ces femmes, je pourrais aussi me dire ah purée, moi j'ai pas ça, nanani nanana. Mais non, en fait, c'est waouh, elles ont ça et c'est beau et c'est inspirant et waouh, j'aspire à tendre peut-être un petit peu plus vers ça ou quoi. Alors pas totalement, par exemple, moi avoir une identité visuelle très stricte, c'est compliqué pour moi, tu vois. Mais enfin, tu vois, voilà, c'est inspirant et c'est à partir du moment où on voit quelque chose de beau qui nous interpelle chez quelqu'un ou qui nous questionne ou quoi, dire ah mais qu'est-ce que ça vient dire de mes envies ou ce genre de choses. Ouais. Merci pour ça, Aurane. On va se quitter là-dessus. J'espère du fond du cœur que pour nos éditeurs, auditrices, ça vous a plu, ça vous a inspiré, ça vous a donné du baume au cœur aussi et donné envie de vous engager pour ce en quoi vous croyez, tout en étant vraiment bien là à vos côtés en vous écoutant. Et puis merci à toi, Aurane, pour tout ça, pour cette vie qu'il y a en toi, ta vulnérabilité, ton humanité en fait, tout simplement, qui personnellement m'inspire beaucoup. Merci à toi, merci de m'avoir invitée. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.